Le code minier de 2023 s'applique désormais à toutes les mines en exploitation au Mali. Ce sont des retombées financières supplémentaires de plus de 585 milliards de francs CFA qui sont entendus par an. Désormais, de belles perspectives qui s'ouvrent grâce aux travaux de la commission des négociations et des renégociations avec les sociétés minières dont le rapport a été remis ce lundi au président de la transition. Le sujet sera largement développé dans ce journal par Yaya Konati. Ce 3 décembre, le monde célèbre les personnes handicapées en leur dédiant toute une journée ici au Mali. Le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, à travers ses œuvres sociales, offre aux handicapés maliens une importante quantité de vivres et de non-vivres, notamment des tricycles. Barakissa Ouattara était à la cérémonie de remise, son compte rendu dans cette édition. Le programme Top 10 renaît de ses cendres en programme Tunkablo. Après plusieurs années d'arrêt, les compétences et l'expertise de la diaspora malienne refont surface dans un cadre d'échange virtuel. C'est le ministre Moussa Ag Atayer qui a procédé au lancement du programme en simultané dans 4 pays. Les femmes du Kénédougou participent à l'effort de guerre. Plus d'1 million de francs CFA et une quantité importante de produits frais composés de tubercules, de légumes et de fruits ont été donnés à nos vaillants soldats. C'était hier mardi après-midi à Sikasso. Moussokoro Sérémé et Suleiman Bamba les suivaient au cours de cette marche patriotique et de solidarité. Nous sommes mercredi 3 décembre. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de votre présence. Aujourd'hui, c'est jour de conseil des ministres au Mali. Et de ce pas, je me tourne vers Mahamadou Koné qui va nous lire le communiqué issu du conseil des ministres présidé ce matin à Koulouba par le chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta. Bonsoir Mahamadou Koné. Bonsoir Nyanya Alou Traoré. Mesdames et Messieurs, bonsoir. Tout d'abord au chapitre des mesures individuelles. Le conseil des ministres a procédé à une nomination. Le nom de l'intéressé est disponible sur le site web du secrétariat général du gouvernement www.sgg-mali.ml et dans le journal L'Essor. Au chapitre des communications, 1. Sur le rapport du ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration, le Conseil des ministres a pris acte d'une communication écrite relative à la stratégie nationale de cybersécurité du Mali et son plan d'action 2026-2030. La cybersécurité désigne l'ensemble des moyens humains et financiers mis en œuvre pour garantir un accès sécurisé ainsi qu'une utilisation fiable et de confiance des infrastructures et contenus numériques pour les utilisateurs de systèmes d'information. Elle constitue aujourd'hui une préoccupation majeure à l'échelle mondiale en raison de la sophistication croissante des cyberattaques et de l'ampleur des dommages financiers qu'elle occasionne aux États et aux entreprises. Malgré l'existence de plusieurs textes législatifs et réglementaires, l'absence de stratégie coordonnée à l'échelle nationale amène chaque acteur à initier des actions isolées pour tenter de répondre à ses préoccupations propres. La présente stratégie, qui a pour objectif de combler cette lacune, est articulée autour de 3 axes stratégiques. Amélioration de la gouvernance de la cybersécurité, renforcement de la culture de la cybersécurité, protection contre les risques liés à la sécurité. La stratégie nationale de cybersécurité est conforme aux priorités du gouvernement, dont la digitalisation de l'administration, et s'inscrit en droite ligne de Malikoura Nyetassera Kabessan Baflani Bioron Sabama et de la stratégie nationale pour l'émergence et le développement durable 2024-2033. 2. Le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, a informé le Conseil des ministres de la célébration de la Journée internationale de lutte contre la corruption édition 2025. À l'instar des autres pays de la communauté internationale, notre pays célèbre le 9 décembre 2025 la Journée internationale de lutte contre la corruption sous le thème « S'unir avec la jeunesse contre la corruption, former l'intégrité de demain ». Dans le cadre de cette célébration, il sera organisé une série d'activités en vue d'informer et de sensibiliser l'opinion publique sur les actions de lutte contre la corruption et la délinquance économique et financière. B. De l'organisation de la 2e édition de la Semaine nationale pour l'harmonisation et l'utilisation des symboles de l'État du 8 au 12 décembre 2025. Cette 2e édition, placée sous les signes de 2025 Année de la culture, a pour objectif, entre autres,
de sauvegarder l'image, le crédit et l'autorité de l'État à travers sa marque dans les actes, d'illustrer et de promouvoir auprès des citoyens le sens de la République, la norme des actes administratifs et la perception conforme de la civilité institutionnelle, de former et de sensibiliser les usagers pour prévenir les préjudices et les risques de la profanation des symboles de l'État, de communiquer sur l'importance et le rôle des acteurs culturels dans l'appropriation des symboles de l'État comme moyen de cultiver l'esprit patriotique et d'exalter le sentiment national chez toute la population, y compris la diaspora. Les cibles privilégiées des activités de cette édition sont les opérateurs nationaux de la culture. 3. Le ministre de l'Énergie et de l'Eau a informé le Conseil des ministres du lancement du projet national du programme africain de mini-réseau le 27 novembre 2025. L'objectif de ce projet est de soutenir l'accès à l'énergie propre en développant un écosystème favorable pour les marchés de mini-réseaux, y compris des modèles de fourniture, de mécanismes de financement innovants, de renforcer la résilience climatique dans les zones d'intervention et de soutenir l'initiative de la Grande Muraille Verte. À terme, ce projet permettra la mise en service directe d'au moins 309 kW de puissance solaire photovoltaïque installée et 754 kWh de capacité de stockage sur batterie, de 1752 nouveaux raccordements au mini-réseau avec 8665 bénéficiaires directs et la réduction des émissions de gaz à effet de serre. 4. Le ministre de l'Agriculture a informé le Conseil des ministres de la participation du Mali à la 60e session ordinaire du Conseil des ministres du Comité inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel, tenu le 25 novembre 2025 à N'Djamena, au Tchad. Les travaux en plénière de cette 60e session ont été marqués par la présentation du rapport du secrétaire exécutif du Comité inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel pour la période d'octobre 2024 à octobre 2025 et du rapport de la 32e réunion du Comité régional de programmation et de suivi tenu du 11 au 13 novembre 2025 à Ouagadougou, au Burkina Faso. Cette 32e réunion du Comité régional de programmation et de suivi a fait des recommandations à l'endroit du Comité inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel et des comités nationaux et proposé 13 projets de résolution au Conseil des ministres pour adoption. 5. Le ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la formation professionnelle a informé le Conseil des ministres du lancement de la rentrée solennelle de la formation professionnelle 2025-2026 et du démarrage des travaux de réhabilitation du centre professionnel d'apprentissage des métiers de Djouila le 13 novembre 2025. Ce lancement visait à mobiliser les acteurs et à promouvoir la formation professionnelle pour l'emploi au Mali en vue d'améliorer le taux d'accès au centre de formation professionnelle. Le démarrage des travaux de réhabilitation du centre professionnel d'apprentissage des métiers de Djouila s'inscrit dans le cadre du projet national de réhabilitation et de construction de centres de formation professionnelle. Ces travaux sont financés par le budget national à hauteur de 6 milliards 847 332 000 francs CFA pour une durée de 6 mois. En marge de la cérémonie, 200 bénéficiaires des bourses offertes par le président de la transition, chef de l'État, ont reçu leur certificat de fin de formation. 6. Le ministre de l'Industrie et du Commerce a informé le Conseil des ministres des conclusions de la 9e réunion ministérielle de coordination du C4 plus la Côte d'Ivoire, tenue du 26 au 28 novembre 2025 à Bamako. Cette 9e réunion a enregistré la participation de plusieurs membres du gouvernement, du ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat du Burkina Faso, des ambassadeurs de l'Inde et du Brésil à Bamako et de plusieurs personnalités. Au cours de cette réunion, les ministres ont pris acte du rapport d'activité des ambassadeurs à Genève et adopté la stratégie de négociation de la feuille de route du C4 plus la Côte d'Ivoire en perspective de la 14e conférence ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce prévue en mars 2026 au Cameroun. La décision sur les négociations du C4 plus la Côte d'Ivoire
pour la conférence ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce, la déclaration de Bamako du C4 plus la Côte d'Ivoire pour la 14e conférence ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce, le relevé des conclusions de la 9e réunion ministérielle des pays du C4 plus la Côte d'Ivoire de Bamako. Les ministres sont également convenus de poursuivre les négociations pour l'atteinte des objectifs du C4+, en s'appuyant sur les acquis de Bali et de Nairobi, d'encourager la conclusion de nombreux partenariats pour la transformation du coton, d'encourager le développement de la recherche et de l'innovation et d'inviter les partenaires du C4+, à soutenir ce volet, de promouvoir davantage la célébration de la Journée mondiale du coton, d'organiser la Journée mondiale du coton 2026 dans l'une des capitales du C4+. 7. Le ministre de la Santé et du Développement social a informé le Conseil des ministres de la situation épidémiologique du pays, marquée notamment par une augmentation du nombre de cas confirmés de dengue comparé à celui de la semaine écoulée. Le président de la transition, chef de l'État, a appelé la population au respect strict des mesures de prévention et de lutte contre les maladies. Voilà, Nyanya Alou, ce qu'il fallait retenir du communiqué du Conseil des ministres de ce mercredi. Merci beaucoup, Mahamadou Koné. À présent, arrêtons-nous sur ces chiffres. 585 milliards de francs CFA. Ce sont désormais les retombées financières supplémentaires attendues par l'État malien. Et tenez-vous bien, 760 milliards de francs CFA ont déjà été recouvrés pour le trésor public. Toute cette manne financière vient de la rélecture faite du code minier malien. Oui, le code minier de 2023 s'applique désormais à toutes les mines en exploitation au Mali. Il offre en effet au Mali de belles perspectives et ceci grâce aux travaux de la commission des négociations et des renégociations avec les sociétés minières dont le rapport a été remis ce lundi au président de la transition. Sous l'égide du ministère de l'économie et des finances, la mission a œuvré pendant 2 ans auprès des sociétés minières pour faire en sorte que notre pays tire plus de profit de son secteur minier. On en parle avec Yaya Konaté et Tayaba Djawakui. Avec un sous-sol qui regorge de ressources minières, le Mali est sans conteste un grand pays minier. Une réputation d'ailleurs jamais démentie depuis le célèbre voyage de Kankou Moussa à la Mecque. Ici, l'or c'est presque à ciel ouvert par endroits et le Mali figure dans le peloton de tête des pays producteurs d'or du continent. Pas moins de 110 tonnes exploitées annuellement, mais avec un impact jugé limité jusque-là sur l'économie nationale. L'État décide de prendre les choses en main. En 2022, les autorités de la transition mettent en route un audit du secteur minier. C'est une mission qu'on a conduite de 2022 à 2023 qui a pu établir effectivement le fait que les conventions minières et les ressources n'étaient pas suffisamment profitables pour le peuple et pour l'État. Or, l'État et le peuple sont les propriétaires de ce qui existe au sous-sol et donc il est tout à fait normal que ces conventions qui venaient des codes antérieurs soient des conventions qui partageaient de façon équitable et juste les revenus issus de cette industrie. En pointant du doigt des dysfonctionnements et un manque à gagner pour l'État, la mission d'audit fait un certain nombre de recommandations au rang desquelles l'adoption d'un nouveau code minier et d'une nouvelle loi sur le contenu local. Les recommandations de la mission sont déclinées en plan d'action. Une commission de négociation et de renégociation est mise en place avec les sociétés minières. Une équipe pluridisciplinaire avec des objectifs bien précis. Quand on partait voir les sociétés minières, la feuille de route essentiellement, c'était comment faire en sorte que les impôts, droits et taxes qui n'étaient pas payés à hauteur de souhait, bien sûr, les sociétés vont dire que c'était conformément à leur convention. Comment faire en sorte que ces conventions soient revues, soient modifiées dans l'intérêt de toutes les parties prenantes, surtout que toutes ces conventions ont prévu une clause de modification qui permettent aux différentes parties de revoir les différentes clauses. Ces objectifs étaient principalement articulés autour de 2 points majeurs. Le premier, c'était un objectif structurant, s'assurer de l'équilibre du partage de ce qui sort du sous-sol entre l'État, la population d'une part, et d'autre part l'investisseur. Et ensuite, le deuxième point important, c'était de s'assurer qu'au titre des manques à gagner de l'État, on pouvait, au niveau de la commission, recouvrer
environ 400 milliards de francs CFA pour le trésor public immédiatement, et tout en permettant aux sociétés de continuer leur exploitation, cette fois-ci selon les termes et conditions fixés par l'État, à savoir le Code minier de 2023. Au total, 15 mines d'or en exploitation et 2 mines de lithium, soit 17 sites miniers, ont été concernés par le travail de la commission. En termes de recouvrement, les objectifs sont largement dépassés et l'ensemble des sociétés concernées ont été amenées à s'aligner sur le nouveau code minier, un code beaucoup plus équilibré avec des retombées certaines pour l'État malien. Sur un objectif de 400 milliards, nous avons recouvré 761 milliards environ, dont 618 milliards en cash et le reste en abandon des créances que l'État devait aux sociétés. Ça, c'est en termes d'objectifs chiffrés de ce qui est arrivé au Trésor public immédiatement dans le cadre des négociations. Ensuite, nous avions un objectif structurant qui consistait à faire migrer ces sociétés qui avaient quand même des conventions antérieures et qui sont basées sur des anciens codes miniers qui devaient continuer sur des durées encore plus longues et sur la base d'un déséquilibre et d'un partage inéquitable de ce qui sortait du sous-sol. Donc cette migration des sociétés vers le code minier de 2023 apporte 585 milliards chaque année au Trésor public, en supplément de ce que les sociétés apportaient sur la base des anciens codes miniers. Le résultat est donc là aujourd'hui, mais le processus n'aura pas été une promenade de santé pour l'État malien. Les sociétés minières réticentes au départ ont dû finalement, après moult tractations et procédures et divers recours, admettre le déséquilibre existant au détriment de l'État malien et accepter les mesures envisagées. Au tout début, certaines sociétés n'étaient vraiment pas coopératives. Ça faisait de la résistance, même de la rétention d'informations, mais on a pu surmonter tout ça puisqu'on a d'autres moyens également de collecte, de recoupement d'informations. On a eu différents types de réactions. Certaines sociétés ont coopéré, d'autres un peu moins, d'autres ont essayé d'utiliser la technique d'usure pour voir si la commission va résister encore plus dans le temps. La commission étant composée de plusieurs spécialités, et nous avions toujours la possibilité de parvenir à recouper les informations, à nous assurer qu'effectivement, quelle que soit la stratégie des vents, et l'objectif et l'engagement demeurent. Parfois, les sociétés sont intervenues pour tenter de créer des fissures à l'intérieur de la commission pour ne pas avoir un bloc en face d'eux. Donc nous avons surmonté ces difficultés. Nous avons toujours gardé au niveau de la commission une cohérence et un travail d'équipe. Le Mali vient ainsi de franchir un grand pas dans la marche vers sa souveraineté économique avec le secteur extractif comme levier principal. Incontestablement, la mission qui consistait à redresser l'écosystème minier est aujourd'hui sur la bonne voie. Ce qui concerne carrément une relecture de l'écosystème minier malien, c'est une réussite, mais on a mis en place les jalons, mais il y a toujours des défis. Ces défis concernent quoi? Il faut renforcer les capacités des différentes administrations impliquées dans le secteur minier pour mieux suivre les acquis, d'une part, et puis faire en sorte que par voie d'avenant, que ces accords ne soient pas vidés de leur substance. Et donc, en plus de ça, il faut une synergie entre les différentes administrations pour un suivi rigoureux et très rapproché de tout ce qu'on a pu atteindre lors de l'audit et puis de tous les résultats engrangés par la commission de négociation et de renégociation. Les perspectives pour le secteur minier au Mali sont donc plus que prometteuses. Il s'agira essentiellement de poursuivre les réformes et de procéder à un suivi régulier des accords avec les sociétés minières. Il faut suivre ces accords, compléter les restes des réformes, la relecture du code pétrolier, la mise en place d'un code de l'environnement, continuer les réformes du cadre institutionnel, notamment de la direction des mines, et aussi créer une direction du cadastre pour pouvoir faire un suivi assez rigoureux et mettre la direction des mines vers son rôle fondamental de la surveillance des travaux et aussi de la surveillance des sociétés minières et de se focaliser sur la recherche fondamentale. Également, au regard de tout ce qui a été fait, les régies financières de l'État doivent suivre l'exécution de ces accords. Les services techniques de l'État doivent continuer à suivre ces accords et à s'assurer que ces sociétés exécutent ces accords et apportent
les recettes de l'État conformément à ces accords et conformément aux dispositions du Code minier 2023. La dynamique actuelle, il faut le rappeler, est partie d'une recommandation forte des Assises nationales de la refondation. Les ANR qui avaient relevé, à juste titre, que l'or du Mali ne brillait pas suffisamment pour les Maliens. L'État du Mali reprend donc la main sur son secteur minier au bénéfice de l'économie nationale et des populations locales. Le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, a offert ce matin une importante quantité de vivres et de non-vivres, notamment des tricycles aux personnes vivant avec un handicap. Ces dons sont issus de ses œuvres sociales. Cette remise se situe dans le cadre de la Journée mondiale des personnes handicapées, célébrée chaque année le 3 décembre. Compte rendu Barakissa Ouattara, Mamadou Sidibé. Des vivres à gogo, des tricycles en abondance pour les personnes en situation de handicap. Le président de la transition renforce davantage son engagement en faveur de l'inclusion sociale. Dans le viseur de ses œuvres sociales, la Fédération malienne des associations de personnes handicapées FEMAF. Ces dons s'ajoutent à d'autres actions déjà enregistrées en faveur de ces couches. Les personnes handicapées du Mali disent merci au président Assimi pour les progrès notables enregistrés depuis son arrivée. Qu'il vous plaise de me permettre, au nom de l'ensemble des personnes handicapées, de demander au président Assimi, son Excellence le général d'armée, aussi président de la Confédération de l'espace AES, que les personnes handicapées l'accompagneront toujours. Cette remise s'inscrit également dans le cadre de la commémoration du 3 décembre, Journée internationale des personnes handicapées. La Journée internationale du 3 décembre est devenue sous la transition une tradition de solidarité active. Chaque année, le président Assimi Goïta mobilise les œuvres sociales pour apporter un soutien concret à nos frères et sœurs, pères et mères en situation de handicap. Son nom l'indique, les œuvres sociales du président. Cela vient tout simplement renforcer encore une fois tout ce qui est plan d'action envers vraiment les personnes vivant avec handicap. Et vous savez, le vœu quand même du président de la transition aussi bien que du gouvernement, c'est bien entendu l'inclusion et de ne laisser personne pour compte. Au cours de cette remise, hommage a été rendu à Djigine Atumagaku, présidente de la FEMAF, également deuxième vice-présidente du CNT, décédée le 1er avril dernier. La FEMAF a à son tour remis une attestation de reconnaissance au président Assimi Goïta. À présent, la lecture de ce communiqué. Le président du Conseil national de transition informe les membres du CNT qui, dans le cadre de la session ordinaire d'octobre 2025 en cours, une séance plénière se tiendra demain, jeudi 4 décembre 2025 et jour suivant. Le projet d'ordre du jour porte sur les points suivants. 1. Adoption de procès-verbaux. 2. Délibération sur le projet de loi portant loi de finances pour l'exercice 2026. Première partie et deuxième partie. 3. Communication. Les travaux vont débuter à partir de 9h dans la salle Djeli Baba Sissoko du Centre international de conférence de Bamako CICB. Le président du Conseil national de transition sait compter sur la bonne compréhension de tous. Comme annoncé dans le sommaire, le programme Tokten renaît de ses cendres en programme Tunkablo. Après plusieurs années d'arrêt, les compétences et l'expertise de la diaspora malienne refont surface dans un cadre d'échange virtuel. Objectif, former et renforcer les capacités au niveau national et aussi offrir l'occasion aux compatriotes établis à l'extérieur d'accompagner les autorités. C'est le ministre des Maliens établis à l'extérieur et de l'intégration africaine, Moussa Ag Ataher, qui a procédé au lancement du programme en simultané dans 4 pays. Boubacar Babletouri. Le ministre des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine, Moussa Ag Ataher, face à des compétences de la diaspora malienne établie aux États-Unis, au Canada, en France et au Burkina Faso. Il s'agit des professeurs, des médecins, des ingénieurs évoluant dans des domaines comme l'informatique, le développement rural, la médecine pour ne citer que ceux-ci. Le cadre s'appelle Tunkablo, un rendez-vous trimestriel qui permet à la diaspora de discuter sans filtre avec le ministre de tutelle via une vidéoconférence. La présente édition, qui se veut spéciale, marque le lancement du programme Tokten
dans sa nouvelle version. Ce programme qui vise à mettre l'expertise de l'élite scientifique, technique et académique de la diaspora malienne au service du pays a connu quelques années d'arrêt. La relance du TOCTEN s'inscrit dans la mise en œuvre de la politique nationale des migrations PONAM, notamment dans son axe 4, je cite, « valoriser les capacités des diasporas au développement national ». Elle répond également aux recommandations des Assises nationales de la refondation, des États généraux de la migration et des concertations des Maliens établis à l'extérieur, qui ont unanimement souligné la nécessité de passer d'un projet à un programme structurant et pérenne. Cette transformation vise à ancrer la diaspora intellectuelle dans le processus de refondation nationale, à renforcer les synergies entre les institutions nationales et les experts maliens de l'extérieur, à accroître l'impact territorial du transfert de connaissances sur l'économie, la recherche et l'innovation. Une relance saluée par les 25 correspondants en ligne qui ont tour à tour manifesté leur soif de contribuer à la construction de l'édifice commun, le Mali. Le TOCTEN doit garder le principe de flexibilité et de rapidité dans l'exécution des missions. Ça c'est essentiel. Je veux dire flexibilité pour les consultants, par exemple, de prendre leur billet d'avion. Ça peut vraiment faciliter les choses, mais aussi flexibilité dans la programmation des missions. Nous sommes dans la phase de la digitalisation de l'administration au Mali. Mais il y a énormément de compétences qui peuvent aider justement à parfaire ce système. Vous voyez, il y a beaucoup de personnes qui sont présentées déjà sur ce plateau comme étant des informaticiens. Donc, ce sont là des compétences qui peuvent être utilisées même dans les administrations et je pense qu'il faut que ce soit vraiment très diversifié. De sa création en 1998 à nos jours, le programme TOCTEN soutenu par le PNUD a permis la formation de près de 30 000 personnes, 67 thèses de doctorat encadrées, dont 42 soutenues, et 629 experts maliens expatriés enrôlés dans des secteurs comme l'éducation, la santé et l'agriculture. L'ambassade du Qatar au Mali célèbre la fête nationale du pays. C'était au cours d'une réception qui a regroupé les autorités maliennes, des diplomates accrédités au Mali et les amis du Qatar. Ibrahim Kaoukounate, Aboubakar Traouri. Cette journée commémorative permet non seulement au peuple qatari de célébrer l'unité, mais aussi de rendre hommage au grand commandant Cheikh Jassim bin Mohammed Al Thani et ses compagnons fondateurs. Le Qatar et le Mali entretiennent d'excellentes relations de coopération, d'amitié et de fraternité. Ces dernières années, l'État du Qatar a accordé des aides, y compris celles provenant des institutions humanitaires qataries, à plus de 100 pays à travers le monde. Parmi ces pays figure le Mali. En cette heureuse occasion si chère à nos cœurs et à la lumière de la tragédie persistante du terrorisme, je tiens à réaffirmer le soutien indéfectible de l'État du Qatar à la République du Mali et à la République du Niger dans leur lutte implacable contre le terrorisme, leur effort à consolider la paix et la sécurité et leur effort pour étendre leur souveraineté sur l'ensemble du territoire national. L'État du Qatar réitère sa pleine solidarité avec les peuples de ces deux pays amis. Permettez-moi de souligner l'excellence des relations d'amitié et de coopération entre la République du Mali et l'État du Qatar. Ces relations ont connu, ces dernières années, un dynamisme remarquable, marqué par des visites de haut niveau et la signature de plusieurs accords portant notamment sur l'éducation, la santé, l'action humanitaire, la coopération économique et commerciale, technique, ainsi que la promotion et la protection réciproque des investissements. L'État du Qatar a mis en œuvre plusieurs initiatives dans les domaines du secours humanitaire, du développement et de l'éducation, toutes choses qui reflètent son engagement profond à assister les communautés dans le besoin, notamment grâce aux contributions du Fonds qatari pour le développement et Qatar Charity, deux institutions pionnières de premier plan dans le domaine humanitaire et celui du développement.
13e session du comité de pilotage de la cellule technique du Fonds d'appui à l'autonomisation de la femme et l'épanouissement de l'enfant. On note qu'au titre de l'exercice de 2025, le fonds n'a pas bénéficié de son budget initial. Inaba pour plus d'explications. La 13e session du comité de pilotage du Fonds d'appui à l'autonomisation de la femme et l'épanouissement de l'enfant se tient dans un contexte particulier. Avec la crise sécuritaire et les restrictions budgétaires constantes depuis quelques années, le FAFE n'a pas les moyens de ses ambitions pour satisfaire ses cibles. Nous sommes très sollicités par les familles des enfants en situation difficile. Les femmes entrepreneurs et les femmes promotrices d'AGR, elles ont des problèmes de financement et nous avons d'énormes difficultés pour pouvoir satisfaire ces différentes attentes. Sur le plan technique, l'année 2025 a été marquée par un démarrage tardif des activités, ce qui a entraîné un retard dans l'acquisition du budget national. Sur les 26 activités programmées, 7 ont été réalisées et 7 sont en cours de réalisation avec la moitié de son budget prévu. La présente réunion du comité de pilotage du FAFE est l'occasion pour identifier et examiner les forces, les faiblesses, les opportunités et les insuffisances enregistrées dans l'exécution du programme d'activité. Je vous invite, au nom de Madame le ministre, à user de votre expérience pour apprécier les documents soumis à votre analyse et proposer des solutions alternatives et concrètes afin de pallier aux insuffisances ou aux lacunes identifiées. Pour l'année 2026, nous sommes actuellement en train de procéder à la relecture des textes du FAFE. Nous comptons beaucoup sur cette relecture pour pouvoir donner au FAFE des textes qui vont permettre de fluidifier son fonctionnement. Créé en 2015 pour donner un élan à l'autonomisation de la femme, le FAFE est représenté dans chaque région et le district de Bamako. La cellule est composée de 3 guichets qui sont l'entrepreneuriat féminin, le leadership féminin et la participation politique de la femme et la réinsertion socio-économique des enfants en situation difficile. Lancement d'une nouvelle plateforme qui va faciliter la vie des étudiants, notamment des nouveaux bacheliers. Comment? Réponse avec Adam Maïga et Siriki Koulibaly. En un seul clic, Tidjani Kamate vient de réussir sa préinscription à Bamako depuis sa résidence à Tombouctou. Confirmé. Comme lui, nombreux sont les nouveaux bacheliers qui doivent faire leur préinscription dans les universités via la nouvelle plateforme numérique portail.campusmali.edu.ml. L'opération, qui a démarré le 1er décembre 2025, prendra fin le 4 janvier 2026. Ces liens ne servent pas uniquement à la préinscription, mais ils offrent bien plus. Ceux qui vont à l'extérieur pour leurs études. Les authentifications de diplômes intérieurs. Il y a des activités qui se font par rapport à la création, l'ouverture, l'habilitation des offres de formation, aussi publiques que privées. Et la gestion des ressources humaines au niveau des institutions se font au niveau de la DGRS. Ça doit être géré par l'outil. Il s'agit d'avoir une plateforme où, à travers un clic, on peut accéder aux données de toutes les institutions. Cette nouvelle plateforme se veut une épine de moyenne dans les pieds des étudiants, enseignants et administrateurs universitaires. On peut faire toutes ces procédures jusqu'au paiement des frais d'inscription sans se déplacer. Côté de l'administration, ça nous évite également les attroupements au niveau des scolarités, au niveau des comptabilités pour les paiements. Ça nous aide aussi à avoir des données fiables, des données crédibles. L'affichage des notes, ça va plus se faire sur des tableaux comme ça, que tout le monde vienne et ait accès aux notes de tout le monde. Les étudiants, ils auront des comptes, ils vont se connecter. Les enseignants vont insérer les notes quand ils veulent, où ils veulent. Les étudiants, chacun verra les notes qui le concernent. Dans les jours à venir, le gouvernement prévoit de l'étendre aux universités privées pour le plus grand bonheur de la communauté universitaire.
Atelier de validation du document de la 4e communication nationale sur le changement climatique. Aliou Abdoulaye Touré pour plus d'explications. Le projet de 4e communication est un ensemble d'informations et de données statistiques sur les changements climatiques au Mali. Le document soumis à la validation comporte des informations actualisées sur l'état des émissions de gaz à effet de serre ainsi que des mesures d'adaptation et d'atténuation au changement climatique envisagées par le Mali. Concrètement, il s'agit de toutes les informations sur les efforts déployés par le Mali dans la lutte contre le changement climatique. La 4e communication nationale est un outil stratégique indispensable dans un contexte où il est plus important que jamais de comprendre les effets néfastes du changement climatique et de planifier nos actions pour répondre efficacement aux défis environnementaux et climatiques actuels. Le Mali, ayant signé et ratifié la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, est soumis à un certain nombre d'obligations. La principale obligation du Mali est d'élaborer et de soumettre une communication nationale, obligation qui est toutefois conditionnée à l'obtention d'un soutien financier. Ainsi, le projet 4e communication nationale a contribué au renforcement des capacités nationales en matière de négociations climatiques internationales et aussi informer la communauté internationale sur les efforts fournis par notre pays dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques. Au terme des travaux, les participants doivent procéder à l'amendement et à la validation du rapport pour ouvrir la voie à la transmission aux instances nationales et internationales compétentes. Suivi de la campagne agricole 2025, une mission de supervision et de sensibilisation sur la gestion des récoltes volet production végétale à Sinsikura, commune rurale de Djongama, dans le cercle de Kay, Kabadjara, correspondance. Dans le cadre de suivi de la campagne agricole 2025, des comités exécutifs régionaux de l'agriculture, CERA, ont effectué des missions de supervision et de sensibilisation sur la gestion des récoltes de la campagne agricole 2025, volet production végétale dans les cercles de Kay et Bafouabé du 14 au 23 novembre. Dans le cercle de Kay, c'est Sinsikura, commune rurale de Samé-Djongoma, située à une trentaine de kilomètres de Kay, qui a reçu la visite du directeur régional de l'agriculture et sa délégation. Nous sommes ici dans le champ de Sékou Keïta. Il y cultive du riz, du sorgho, de l'arachide, entre autres. Alhamdulillah, nous remercions d'abord le bon Dieu, car l'état pluviométrique a été cette année favorable à Sinsikura et cela nous a permis de redoubler les efforts, mais nous avons besoin des matériels pour faire plus. Pour cette année 2025, la campagne agricole s'annonce très bonne. La campagne est jugée bonne dans l'ensemble des cercles. On est au moment des récoltes, donc il était normal que nous venions auprès des producteurs pour échanger avec eux, partager les visions du département par rapport à la gestion des stocks qui vont constituer. Parce que qui parle d'une bonne campagne parle des excédents au niveau de certains exploitants. Ces conseils, c'est quoi? C'est de leur dire qu'avec l'état actuel de notre pays, de bien gérer la production qu'ils viennent d'avoir. La mission a ensuite visité le champ de Sékou Keïta qui s'étend sur une superficie de 7 hectares. Autre grand titre de ce journal, les femmes du Kénédougou participent à l'effort de guerre. Plus d'1 million de francs CFA et une quantité importante de produits frais composés de tubercules, de légumes et de fruits ont été donnés à nos vaillants soldats. C'était hier mardi après-midi à Sikasso. Nos braves dames rendent ainsi hommage aux soldats tombés pour le Mali et adressent toute leur gratitude à l'armée malienne pour les sacrifices consentis. Moussokoro Sérémé et Suleiman Bamba les suivaient au cours de cette marche patriotique et de solidarité compte rendu. C'est à travers une marche citoyenne et hautement patriotique que les femmes de Sikasso, toutes couches confondues, ont tenu à exprimer leur fierté, leur reconnaissance et leur soutien indéfectible envers les autorités de la transition et saluer la bravoure des forces de défense et de sécurité engagées sur les différents fronts pour la défense de la patrie. Parti de la mairie au gouvernorat, le cortège a été reçu par les autorités administratives et politiques où une déclaration solennelle a été lue et remise à la chef de l'exécutif régional. Nous, femmes
de Sikasso. Réaffirmons ici solennellement notre soutien à notre vaillante armée nationale qui s'engage chaque jour que Dieu fait des succès éclatants, faisant échec à toutes les velléités de démoralisation et de déstabilisation orchestrées par les ennemis de la paix. Au-delà des mots, cette mobilisation des femmes de Sikasso s'est matérialisée par un geste de solidarité avec la remise d'une importante quantité de denrées alimentaires fraîches destinées à l'alimentation des militaires en poste dans la région. Des vivres appuyés d'une somme d'1 200 000 francs CFA comme contribution à l'effort de guerre. Si un militaire tombe aujourd'hui, c'est l'enfant d'une femme qui est tombé. C'est le mari d'une femme qui est tombé. C'est le frère d'une femme qui est tombé. Ce n'est pas ce que vous avez apporté aujourd'hui, mais c'est le pas que vous posez aujourd'hui. Et je vous demande de continuer de prier pour le Mali. Dans un contexte sécuritaire difficile, les femmes de Sikasso réaffirment ainsi leur engagement pour la quête de la paix, de la stabilité et de l'unité nationale. La commune urbaine de Tombouctou, dotée d'un important lot de matériel et kits d'assainissement dans le cadre de la phase 2 du projet PAFEM. Najim Baba Sissé, Hassan Aïdara, reportage. C'est une quantité importante de kits et de matériel d'assainissement remise à la commune urbaine de Tombouctou dans le cadre de la phase 2 du projet PAFEM, dont la composante 3 est mise en œuvre dans la région de Tombouctou par l'UNICEF à travers l'Association malienne pour la survie au Sahel. C'est pour consolider les acquis du projet. Donc au niveau naturellement des zones d'intervention, les communes cibles au niveau des deux régions qui sont Tombouctou et Toudeni. Des matériels destinés à la commune urbaine, aux bénéficiaires de la commune urbaine de Tombouctou. Hier, il y a l'acheminement pour ce qui concerne les communes de Diré et Gundam. Nous nous engageons vraiment avec nos différents comités de développement des quartiers à faire bon usage de ces différents matériaux dans la consolidation des actions que la délégation est en train de faire. Ces matériels et équipements d'assainissement se composent de tricycles, brouettes, des pelles, des pioches, entre autres. Cette cérémonie symbolique de la remise de matériel intervient pour renforcer la deuxième phase des travaux communautaires en cours dans les 5 communes, dont 2 dans la région de Taoudeni, mais 3 dans la région de Tombouctou, et dont le lancement a été effectif depuis le 10 novembre dernier. Les travaux porteront sur l'assainissement, le curage des caniveaux, le nettoyage des artères, évacuation des déchets et la réhabilitation des digues. Ça vient en rajout au matériel reçu par la même délégation spéciale de la commune urbaine de Tombouctou dans le cadre du projet de résilience urbaine de Bamako avec Madame le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable. Et je crois qu'avec tous ces matériels, le défi sera relevé et nous demandons et nous engageons l'ensemble des GIE ainsi que les services de voirie de la commune urbaine de Tombouctou et de celles de Gundam et de Diré de mettre tout en œuvre pour que Tombouctou brille par la propreté et brille par la salubrité. Ces matériels ainsi reçus permettront, selon le directeur de cabinet du gouverneur, de contribuer fortement à rendre plus propre la ville qui s'apprête à accueillir la biennale artistique et culturelle Tombouctou 2025. Oui, tu l'as bien dit, Najim. Les préparatifs de la biennale artistique et culturelle phase nationale Tombouctou 2025 vont bon trait à Nioro et à Kita. Une délégation en visite sur les lieux de répétition suivant Moussa Diakité depuis Nioro et Djigia Mohamed Fabrice depuis Kita. C'est sur une note d'espoir que le chef de l'exécutif régional d'Orda Maïga, accompagné des autorités administratives, les collectivités territoriales et les représentants des structures culturelles, a visité le week-end dernier la troupe régionale en intense répétition des différentes rubriques de compétition lors de cette biennale artistique et culturelle Tombouctou 2025 qui pointe à l'horizon. Un sentiment de joie, de très grande joie. Puisque quand on travaille, on voit qu'on est accompagné, et surtout par le premier responsable de la région, le gouverneur,
et cela nous encourage. L'expression de la richesse culturelle et la diversité linguistique de Kitakrouani Bourefo à travers la danse, l'ensemble instrumental, le théâtre et la tradition orale de nos éminents artistes étaient au cœur de cette visite. Ces artistes ont reçu des orientations et des conseils pour une place de choix au rendez-vous de Tombouctou 2025. Cette étape est très essentielle pour évaluer et corriger les insuffisances en vue de la biennale artistique et culturelle. À cet instant, à la fin de tous les numéros, nous sommes plutôt satisfaits. Nous sommes satisfaits parce que nous avons remarqué des acteurs engagés qui maîtrisent bien leur rôle et les différentes critiques de Kita ont globalement apprécié le travail qui a été déjà abattu. Donc nous partons confiants à la biennale 2025 de Tombouctou. À l'encadrement technique, c'est continuer à fournir des efforts pour que les enfants soient dans un bon environnement qui favorise leur production par rapport à l'enjeu. Kita réaffirme avec fierté son attachement à la culture comme vecteur de développement, de cohésion sociale et de transmission de valeurs, comme l'indique d'ailleurs le thème de cette biennale, la culture, socle de l'ancrage de la 4e République qui résonne avec force dans notre contexte actuel et nous appelle à bâtir ensemble un Mali uni, enraciné dans ses valeurs et tourné vers l'avenir. Il s'agissait au cours de cette visite pour le conseiller aux affaires administratives et juridiques du gouvernorat, accompagné pour la circonstance des autorités politiques administratives et régionales, de constater l'état d'avancement dans les préparatifs, de recenser les difficultés rencontrées afin d'y trouver des solutions et de prodiguer des conseils pour galvaniser les jeunes acteurs ainsi que leurs dirigeants, afin de leur permettre d'avoir une place de choix dans la compétition nationale. Après la phase locale et la phase régionale, c'est l'étape des préparatifs actifs de la phase nationale qui va se dérouler au niveau de la région de Tombouctou. Nous avons fait notre première participation en 2023. C'était notre toute première expérience. Les leçons que nous avons tirées, les acquis, nous les avons conservés et les erreurs, nous les avons corrigées. En 5 minutes d'observation, je sais combien vaut cette troupe et quelle place elle peut se faire à Tombouctou. Je rentre très satisfait et je vais profiter encore de l'occasion pour dire à toute la région de Nioro que notre troupe est en marche pour Tombouctou. Et la troupe a besoin de la considération, de l'aide, de l'appui. À quelques semaines de la phase nationale, la troupe régionale de Nioro est déjà prête pour se rendre à Tombouctou. Leur déplacement vraiment m'a honoré et je suis très fier. Et je suis sûr que nous aussi, ça nous enflamme davantage. Cette année, je crois que nous allons partir très bien. Parce que je suis là pendant 40 ans, je n'ai jamais eu une troupe pareille. Et d'ailleurs, je peux dire que nous, on est déjà prêts. On n'a pas fini, hein? C'est un début. Chaque jour, on a une réflexion qui peut venir. Donc ça peut changer du jour au lendemain. Mais ce que nous avons pour le moment, c'est une ossature vraiment viable. La biennale promet bonne chance à toutes les troupes. Le commissariat du 2e arrondissement de Ségou, grâce à une interpellation sur fond de renseignement, a saisi dans la nuit de dimanche 250 briques de cannabis, une moisson faite sur un camion en provenance d'un pays voisin avec des Maliens à bord. On en sait plus avec Honoré Tchenou et Cheikh Tangara. Suite à l'interpellation d'un camion en provenance d'un pays voisin, la brigade du 2e arrondissement de Ségou a mis la main sur 250 briques d'herbe de cannabis dissimulées entre les bagages. Sur la base des renseignements que nous avons judicieusement exploités depuis plusieurs jours, est ainsi que le 30 novembre 2025, vers 20h, que nous avons procédé à la saisie d'un véhicule camion au quartier Pelengana de Ségou, non loin des échangeurs multiples. Les investigations ont permis de retrouver 250 briques d'herbe de cannabis dissimulées sous les marchandises dans les 10 camions en provenance d'un pays voisin. Après la saisie de ces produits prohibés, nous avons immédiatement procédé à l'interpellation de 3 suspects. Le poids total de ces produits est de 125 kg, soit une valeur marchande de 75 millions de francs CFA.
C'est grâce aux renseignements reçus que la saisie a pu se réaliser, chose que la direction régionale de la police nationale de Ségou apprécie. C'est l'occasion de féliciter chaleureusement le commissaire divisionnaire Yaya Koulibaly et ses hommes au nom de ma hiérarchie pour cette prouesse. Et j'en appelle à la population de continuer de collaborer avec les forces de défense et de sécurité, condition sine qua non de la sécurisation des personnes et de leurs biens. Et sans elles, le travail qui a été rendu possible serait impossible. Les 3 individus interpellés iront répondre de leur acte devant le président du tribunal de grande instance de Ségou. Avec Jocelyne Amoussou et Ousmane Sani Abdou, le compte-rendu de cette audience accordé au préfet de Bilma et ses compagnons par le chef de l'État, le général d'armée Abdourahmane Tiani. Le préfet du département de Bilma, le commandant Amadou Torda et ses compagnons, reçus par le président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdourahmane Tiani, en présence des membres du CNSP, reçoivent ainsi tout le soutien des plus hautes autorités. Une délégation conduite par le secrétaire général du ministère de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'administration du territoire. Nous avons eu l'honneur d'être reçus par le président de la République, chef de l'État, en compagnie du préfet de Bilma et ses compagnons de captivité. Après 16 mois, ils ont pu s'échapper des mains de leurs ravisseurs. Le président a demandé de les rencontrer pour leur prodiguer des conseils et connaître en tout cas les circonstances, tout le temps qu'ils ont vécu en captivité. Et de façon claire, en tout cas, le préfet de Bilma nous a dit tout ce qui s'est passé. Et franchement, nous prenons toutes les dispositions nécessaires pour qu'à l'avenir, en tout cas au niveau de nos cadres de commandement, pour que ce genre d'action ne se reproduise plus. Un geste significatif en cette période où la montée en puissance de l'armée nigérienne est de plus en plus forte. C'est aussi et surtout une autre victoire à saluer. Réouverture du tribunal de grande instance de Nouna après environ 3 ans de délocalisation. Le ministre en charge de la justice sur place pour saluer l'engagement de tous les acteurs pour le retour de la justice à Nouna, symbole de l'affirmation de l'autorité de l'État. Du Burkina Faso, Issoufou Kaboré Moussaki, reportage. Tribunal de grande instance de Nouna, chef-lieu de la province de la Kossé. Environ 3 mois après sa réouverture officielle, précisément le 8 septembre 2025, le ministre en charge de la justice vient au constat. Une occasion pour réaffirmer l'autorité de l'État burkinabé à travers cette montée de couleurs au sein du palais de justice de Nouna. Puis, le ministre Edasso Rodrigue Bayala visite les différents compartiments du tribunal nouvellement réfectionnés. Depuis 2022, le tribunal de grande instance, si on peut appeler dans notre jargon la justice, s'était déplacé pour des raisons sécuritaires à Dédougou. Depuis 2022. Ça fait maintenant 3 ans. Aujourd'hui, la justice est de retour pour également s'engager aux côtés des autres agents publics pour contribuer au renforcement de la présence de l'État sur l'ensemble du territoire national. Il faut saluer les premières autorités régionales et provinciales pour les efforts qui ont été déployés pour le retour de l'administration publique, pour le retour de la justice ici, maintenant, à Nouna. Le retour de la justice à Nouna est la preuve de la bravoure des forces combattantes à qui le ministre rend hommage. Aujourd'hui, le palais de justice de Nouna est fonctionnel et accueille petit à petit les justiciables. Nous délivrons donc les certificats de nationalité, les casiers judiciaires, les rectifications également d'actes d'état civil. Ça c'est au quotidien ce que nous faisons. Alors nous faisons également donc nous tenons également des audiences, même s'il faut dire que pour le moment nous n'en tenons pas véritablement, eu égard donc à certains aspects. Nous avons donc posé le problème de la maison d'arrêt qui n'est pas totalement donc fonctionnelle, mais je pense que dans les jours ou mois à venir,
tout va rentrer dans l'ordre pour que nous puissions donc aller au-delà des audiences civiles, même les audiences correctionnelles, pouvoir donc les tenir également. Dans la dynamique de renforcer l'autorité de l'État, le ministre Edasso Rodrigue Bayala échange avec le personnel du tribunal. Le temps de noter les préoccupations qui se résument entre autres au manque de personnel, des moyens matériels et roulants. Il appelle les acteurs à des actions patriotiques pour la défense et la sécurité du Burkina Faso. Ce que nous leur demandons, c'est de faire davantage de sacrifices, de faire le maximum avec le minimum qui est déjà disponible. Parce que le gouvernement a consenti la réfection totale du palais de justice ici à Nouna, de la maison d'arrêt, pour que les conditions minimales soient réunies pour travailler. Nous sommes conscients qu'il en reste beaucoup. Il va être difficile de concevoir un service sans un minimum qui manque. Mais c'est de faire avec, de donner davantage d'eux-mêmes pour que nous puissions atteindre les résultats malgré les quelques difficultés que nous rencontrons. À Nouna, le ministre Edasso Rodrigue Bayala salue également la collaboration entre les différents services déconcentrés de l'État et surtout entre les forces combattantes. Après les échanges, le chef du département de la justice s'imprègne ici de l'état d'avancement de la réfection de la maison d'arrêt de correction de Nouna. Et nous sommes presque à la fin de ce journal. Avant de le boucler, je vous offre de la lecture à retrouver désormais dans vos kiosques. Le livre intitulé « Les fondamentaux et la multisectorialité de la nutrition » du professeur Akouri Ag Idnan. Cet ouvrage est un guide qui détaille les mécanismes physiologiques et les défis nutritionnels contemporains tout en s'intéressant aux politiques nutritionnelles et aux initiatives globales pour combattre la malnutrition. Il est idéal pour les professionnels de la santé, les décideurs et les étudiants spécialisés dans les domaines de la nutrition et de la santé publique. À retrouver également dans vos librairies l'ouvrage Les interventions nutritionnelles, toujours du professeur Akouri Ag Idnan. L'ouvrage explore la prévention et la prise en charge des carences nutritionnelles, des maladies chroniques et des liens entre nutrition et infection. Il met en lumière les défis de la malnutrition sous toutes ses formes et propose des stratégies spécifiques pour y remédier, notamment au Mali. Comme vous le voyez, les interventions nutritionnelles, c'est du professeur Akouri Ag Idnan. Un grand merci à nos téléspectateurs de Bara, Badji Aoussa, Seina et Tassiga, cercle d'Ansongo, région de Gao. À nous revoir demain, j'espère, même heure, même plateau. Je vous souhaite une excellente soirée en compagnie de nos programmes. Bonsoir.